Vidéo du jour, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique au sujet de la génétique du cheval, des chevaux d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sauraient pas quel est le concept de ces vidéos critiques, eh bien c'est tout simplement, je choisis un sujet et j'en parle assez brièvement dans une vidéo où j'exprime mon point de vue. Alors c'est pas parce que ça s'appelle critique que c'est forcément négatif. On voit évidemment les bases, c'est souvent des sujets un peu délicats. Donc voilà, et puis vous êtes bien sûr invités à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo d'aujourd'hui, on s'attaque à la génétique des chevaux. Alors, on va d'abord revenir du coup aux bases. Le cheval tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quand même une créature assez récente, assez moderne, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à la base, c'est-à-dire il y a 60 millions d'années, et qui s'appelait à l'époque, le nom qu'on lui a donné en découvrant l'espèce, l'Hyracotherium, et qui mesurait à peine 40 cm. Donc c'est à partir de cet Hyracotherium que s'est développé le cheval d'aujourd'hui, tout simplement parce que au fur et à mesure il a grandi, la couleur de son poil a changé, etc. Pour des raisons simples d'évolution, c'est qu'il a pu changer de milieu. On suppose qu'à l'époque c'était plus un animal de milieu forestier, donc il était doté d'un camouflage, c'est-à-dire notamment il avait certainement quelques taches et quelques zébrures, un peu comme les marcassins de sanglier. Et puis dans ces dernières transformations, évolutions, un peu comme les zèbres qu'on peut connaître actuellement. Donc voilà. Par contre, c'est toujours un animal qui a été herbivore. Après, évidemment, dans la morphologie, les dents, la tête, les doigts, etc., c'était clairement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc on sait que chez la plupart des espèces du vivant, et donc du coup chez les chevaux y compris, la génétique, ça joue un rôle ultra important au niveau de l'évolution de l'espèce pour qu'elle soit... Enfin, c'est ce qui fait que l'espèce est adaptée ou pas à son environnement. Et il y a des principes de sélection. Je vous invite à revoir vos cours de sciences, de bio, etc. pour comprendre vaguement les quelques mécanismes de la génétique, de sélection naturelle, etc. Donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, le cheval tel qu'on le connaît, c'est globalement un mammifère vertébré, 4 pattes, des poils, une crinière, une queue. Et ce qui va varier aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'on a une diversité de races qui est énorme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cheval tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a des races qui ont existé et qui sont aujourd'hui disparues parce qu'on a arrêté de reproduire ces chevaux-là, etc. ou ce genre de choses. Il y a les races qu'on connaît actuellement. Il y a très certainement des nouvelles races qui seront amenées à être développées, à être créées. C'est à partir de ce moment-là aussi que, heureusement ou malheureusement, ça dépend des avis, il y a aussi qui est l'intervention humaine dans la sélection des animaux, dans la sélection des chevaux, par rapport à l'utilisation qu'on a voulu en faire, qu'on veut en faire aujourd'hui, etc. À une période, on utilisait surtout les chevaux pour tout ce qui était des objectifs de travail. Et encore avant ça, d'ailleurs, ils n'étaient pas utilisés du tout, ils étaient juste chassés pour être mangés. Mais après, on les a utilisés principalement pour le travail. Alors, par le travail, j'entends tout ce qui va être monture pour la chasse, monture pour la guerre, bête de labour pour travailler dans les champs, animal de bas, donc c'est-à-dire comme les ânes pour porter des charges, etc. Comme moyen de transport, que ce soit directement monté ou que ce soit ensuite pour tirer les calèches, les autres types de véhicules, etc. etc. Et ce n'est vraiment que très très récemment que l'équitation telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est développée
en tant que sport et en tant que loisir. Voilà. Et donc c'est à partir de là que je trouve qu'il y a eu pas des abus, mais des mauvaises gestions qui ont conduit à certaines choses qui me dérangent actuellement aujourd'hui dans la génétique des chevaux. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et on va commencer par la catégorie, j'ai envie de dire, des toujours plus petits. Alors, on va pas se le cacher, c'est sûr, les poneys, c'est mignon, les enfants peuvent monter dessus, c'est facile à manipuler, ça passe, à l'époque on s'en servait dans les mines, etc. Bref, aujourd'hui c'est devenu, comme je le disais tout à l'heure, plus un loisir, surtout pour les poneys. Donc c'est eux qui vont apprendre l'équitation aux enfants, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de poneys qui servent simplement de poneys de compagnie. Là en soi, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a voulu faire des poneys qui étaient de plus en plus petits. Il faut savoir, comme je vous le disais au début, le premier cheval d'il y a 60 millions d'années, il faisait 40 cm au garrot. C'est pas un problème, puisque à cette époque-là, il avait besoin de faire cette taille-là pour survivre. Et après, les poneys, les races, on va dire, type Shetland, beaucoup de races britanniques, etc., vous remarquerez que, en général, les races petites, les races de poneys, ce sont des races de poneys qui sont originaires d'endroits qui ont fait que la race s'est développée en étant petite, notamment des îles, évidemment, parce que comme ça, en étant petit, ça facilitait le fait de circuler sur des hautes collines, sur des hautes montagnes, sur des falaises en bord de mer. Et puis aussi, comme l'espace était restreint, il y avait une certaine gestion de la nourriture et des pâturages à faire. Et du coup, c'est comme ça que les poneys se sont développés. Sauf qu'aujourd'hui, on a eu tendance à remanipuler ça encore plus avec le développement des races de chevaux miniatures. Alors déjà, les races de base, elles n'étaient pas très grandes, autour d'1 mètre, 1,10 m, mais on les a encore plus rétrécies. Là où ça pose problème, c'est que on a développé des poneys, non pas petits, mais des poneys nains. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi d'ailleurs, parce que en général, les humains qui sont atteints de nanisme, on considère que le nanisme est une maladie et c'est des personnes qui sont souvent rejetées de la société parce que leur proportion et leur apparence n'est pas plaisante aux yeux de la société et de la plupart des personnes. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi on a infligé ça aux poneys. Il y a des poneys nains qui ont la colonne vertébrale complètement déformée dès la naissance, tout simplement parce que c'est une maladie, parce que cette espèce n'est pas faite pour supporter ce genre de transformation, ce n'est pas viable. Dans la nature, ils mourraient immédiatement. Il y en a qui ne savent même pas marcher, on est obligé de leur mettre des prothèses, etc. Ils ont les os déformés. Toutes les maladies qui vont avec la dégénérescence du nanisme, etc. Donc voilà, et c'est là que moi ça me pose problème. Donc toujours plus petit, c'est peut-être mignon pour certaines personnes, mais quand ça en devient une maladie et que ça continue à être reproduit, vendu, commercialisé, tout ce que vous voulez, moi je trouve que là ça pose problème. Voilà. Alors ensuite, on va passer à l'autre catégorie qui est une sorte de petit embranchement de cette mode qu'on a eu à un moment d'avoir des races pures. Donc c'est-à-dire, on reproduit les chevaux de la race que entre eux, on n'apporte pas de sang extérieur d'autres races, etc. Déjà, il faut savoir que pour moi, c'est un non-sens. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, la diversité des races telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça n'existait pas avant. Je veux dire, si on remonte à quelques centaines d'années, il y avait un seul type de cheval, entre guillemets, qui était très rustique, adapté à quand même pas mal d'environnement.
Et donc il y avait peut-être quelques variantes locales, mais c'était certainement pas la diversité génétique des chevaux telle qu'on la connaît aujourd'hui. De plus, dans les races qu'on considère si exceptionnelles aujourd'hui, vous reprenez très simplement leur livre génétique et comment on a créé cette race et vous allez voir que en général, c'est juste des gens qui ont bidouillé en croisant telle race avec telle race, patati patata. Donc déjà de base à la création de la race, ces chevaux-là n'étaient pas purs. Bref, mais à un moment ça a été une certaine mode. Et là où je trouve que c'est dommage, c'est que qui dit race pure dit en général forte consanguinité. Et si c'est valable chez les humains et chez beaucoup d'autres espèces animales, c'est valable chez les chevaux aussi. La consanguinité est très très mal vécue dans le développement de ces espèces-là. Par exemple, là où les rats la supportent relativement bien, on va dire. Et ça, c'est lié au type et à la vitesse de reproduction. Et donc du coup, dans la consanguinité et le développement de ces races pures, je prendrai ici pour exemple le pur sang arabe, le cheval de type arabe, ou je ne sais pas pourquoi, mais une mode de ces dernières décennies, c'est qu'on a décrété que le profil du vrai pur sang arabe, ça devait être un chanfrein complètement concave. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un creux de l'os, des yeux, pardon, je vais y arriver, jusqu'au naseau, on a vraiment ce creux dans la tête. Et donc ça c'est devenu un critère de sélection du pur sang arabe. Si le cheval n'a pas cette tête-là, il n'est pas reconnu comme tel, patati patata. Et là c'est un problème aussi. Alors après, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des élevages de pur sang arabe qui se sont développés, qui restent très respectueux du cheval, etc. Et on conserve les bons côtés et on le développe pour certaines disciplines, etc. Mais je pense notamment à certains élevages orientaux, etc. où on force excessivement ce trait-là. Alors pourquoi c'est un problème génétiquement parlant? Parce que tout simplement le cheval de base n'est pas conçu pour avoir cette forme de tête. D'autant plus cette race-là. Et le pur sang arabe de base, c'est un cheval qui vit dans des pays chauds avec pas mal de sable, pas mal de poussière et qui était utilisé pour parcourir pas mal de distance, aller assez vite, etc. etc., etc. Donc, par conséquence, il avait besoin d'apporter énormément d'oxygène dans son sang et dans ses muscles pour pouvoir fonctionner et parcourir ces distances correctement. Et donc, pour apporter de l'oxygène, il faut avoir des poumons très développés. Ça, la plupart des chevaux les ont, il n'y a pas de souci, surtout ces races légères. Mais du coup, l'air, comment il arrive dans les poumons? Par la respiration. Et du coup, ça commence par le nez. C'est pour ça que les chevaux normalement à profil plat, leur conduits de respiration qui sont développés normalement, c'est conçu pour. Là où du coup ça pose problème, c'est que par exemple vous allez avoir le conduit de respiration comme ça et l'os extérieur, on va dire du chanfrein comme ça. Si cet os est courbé, automatiquement ça rétrécit l'espace dans le conduit nasal tout simplement. C'est comme, si vous voulez comparer, les races de chiens qui ont le nez écrasé. Ils ont énormément de problèmes de respiration, de maladies du coup qui s'en suivent, etc. Et donc du coup, on a pas mal de chevaux avec ce profil de tête-là qui développent le même genre de symptômes et où malheureusement les gens continuent dans cette voie-là parce qu'ils préfèrent l'esthétique à la santé. Donc c'est là aussi où il faut faire attention. Alors ensuite, un autre petit problème de sélection, c'est les sélections des races lourdes, des races de trait. Alors ça a été développé certainement parce qu'on avait besoin de chevaux qui avaient un peu plus de force. Donc on a pris les chevaux les plus grands et les plus costauds au fur et à mesure, on les a reproduits entre eux, etc. pour avoir les races de trait qu'on a aujourd'hui. Là où du coup ça pose un problème pour ma part, c'est que du coup peut-être la vitesse d'évolution a été trop rapide, etc. ou simplement que ce sera tout le temps comme ça. Mais les chevaux de trait aujourd'hui, vous le savez certainement peut-être ou pas, mais le problème se situe en général au niveau des sabots. Tout simplement parce qu'un cheval de trait c'est grand, c'est large
Et donc en général c'est très très lourd. Il y a pas mal de chevaux qui sont entre 800 kilos et facilement la tonne pour certains, et il y en a même qui en font des records. Là où ça pose problème, ça peut être au niveau des articulations, mais là en l'occurrence c'est au niveau des pieds. Plus l'animal est lourd, plus la surface de contact d'amortissement avec le sol va devoir être grande. Prenez par exemple les éléphants, ils ont des pieds quand même assez larges, et eux c'est tout le pied qui est amorti, puisqu'ils n'ont pas de cornes et la fourchette, c'est tout le pied qui sert d'amorti. Là les chevaux de trait malheureusement n'ont pas cette conformation là. Et du coup, le problème qu'on a, c'est que les pieds des chevaux de trait, ils s'étalent énormément, ils s'évasent énormément. Et du coup, la forme du pied n'est plus bonne pour bien jouer son rôle d'amorti, etc. Et la corne pousse assez vite. Et en général, du coup, les sabots vont avoir des éclats, voire vont éclater complètement. Ça va modifier l'alignement des articulations, etc. etc. Et du coup ça pour moi c'est un problème, parce que en plus de ça, comme c'est quand même des gros chevaux, l'entretien n'est pas forcément régulier. Je parle pas par exemple des chevaux des anciens rats nationaux, parce que ça n'existe plus maintenant, mais voilà, ou qui appartiennent vraiment à des entreprises de démonstration, etc., ou qui sont ferrés, vus tous les 2 mois par le maréchal Ferrand, mais d'autres gens qui n'ont pas forcément les moyens ni la capacité physique d'appliquer cet entretien rigoureux, et du coup il y a pas mal de chevaux de trait qui ont des pieds dégueulasses, tout simplement parce que leurs propriétaires ont été complètement dépassés par la taille, le poids de cet animal, et ils se contentent juste de passer un coup de brosse parce que soulever le pied c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Et les maréchaux, faut pas se le cacher aussi, hein, les maréchaux, j'en connais pas des masses qui font les chevaux de trait parce que c'est lourd, parce que c'est chiant, que la plupart du temps en plus les chevaux n'ont pas une éducation de tenir à la tâche, de donner le pied, etc. Parce que le poulain grandit trop vite avec trop de force, et du coup on n'a pas eu le temps de l'éduquer à ça. Voilà. Donc ça pour moi c'est le problème principal des races lourdes. Avant-dernier petit point sur cette histoire de génétique, c'est les couleurs exotiques et farfelues des chevaux. Si on prend si on remonte encore dans les origines du cheval, on suppose que ce qui s'en rapproche le plus actuellement, c'est les chevaux type chevaux de Przewalski. Donc c'est-à-dire une robe, on va dire couleur fauve, avec des crins noirs, c'est un espèce de baie assez clair, et en général on y retrouve quelques zébrures au niveau des pattes. Donc on va dire que ça c'est la couleur d'un cheval non transformé. Et ensuite il vous suffit de regarder dans les couleurs avec les histoires de gènes dominants, gènes récessifs, etc. Et donc on va dire que les robes de base, donc tout ce qui va être baie, alezan, noir, gris encore, ça va. On va dire c'est la couleur de base du cheval moderne. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a pas mal de chevaux qui sont typés Pi, typés Appaloosa, Palomino, Isabelle, etc. Donc ça, c'est, on va dire, le niveau au-dessus de bidouillage génétique. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on développe tout ce qui va être les gènes crème, les gènes pearl, double pearl, etc. etc. Et c'est là que moi, ça me pose problème. Parce que du coup, vous voyez bien qu'on a plusieurs niveaux d'évolution dans les robes des chevaux, et que là, on est sur les dernières nouveautés de style sorties. Et du coup, c'est assez problématique, dans le sens où, par exemple, si on développe les robes typées pearl ou les robes très claires, en général, ces chevaux-là ont la peau rose. Alors que déjà sur une robe de base où le cheval a juste une tache de peau rose, soit autour des yeux, soit sur le nez, etc., c'est problématique, et les propriétaires doivent mettre de la crème solaire parce que sinon le cheval se brûle avec des coups de soleil. Alors vous imaginez si le cheval a l'entièreté de son corps avec de la peau rose,
Ça pour moi c'est un problème. De fait aussi, il y a cette histoire de comment dire, de réflexion de la lumière. On le sait, pour quand il y a du soleil, on nous dit de mettre du blanc parce que le blanc ça renvoie pas mal la lumière, donc on a moins chaud. Et par contre, du coup, le noir ça capte beaucoup plus la lumière et les chevaux à robe très très foncée ont tendance à souffrir un peu plus de la chaleur, comme nous si on met un pantalon foncé. Alors vous imaginez un cheval qui a la robe foncée mais une peau rose ou avec des fragilités, etc., ça peut être quand même pas mal compliqué. Donc voilà. Puis après, il y a aussi le problème avec ça de la couleur des yeux. C'est pas pour rien qu'il y a quand même pas énormément d'espèces qui ont les yeux bleus. Par exemple, chez les chats, normalement, tous les chatons naissent avec des yeux bleus plus ou moins foncés. Et sauf race particulière où la sélection a été faite comme ça, les yeux redeviennent de couleur verte, marron, etc. Bon, et normalement, chez les chevaux, la plupart des yeux sont dans les tons brun, marron. Et malheureusement, avec les robes à peau rose, etc., type Appaloosa, les paints, tout ça, il y en a de plus en plus qui ont les yeux bleus ou qui sont verrons, etc. Et ça pose problème aussi parce que le bleu, ça capte beaucoup plus la lumière. Et donc sa sensibilité oculaire va être beaucoup plus grande. Et donc, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de problèmes là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention. Et puis notamment au sujet de ces gènes qui touchent à la couleur, à la mélanine, etc. Les chevaux blancs, ça reste à l'heure actuelle très rare. Ce qu'on appelle blanc, en général, c'est gris. Donc c'est peau noire, peau grise avec poils blancs. Et le poulain est en général de couleur foncée. Aujourd'hui, on a un tout petit peu plus de vrais chevaux blancs, c'est-à-dire, comme je vous le disais, peau rose et poils blancs. Mais ça reste des chevaux qui vont être très sensibles à plusieurs facteurs, et notamment en général chez les gris et chez les blancs, comme ils filtrent moins bien tout ce qui est UV, etc., on a beaucoup plus de problèmes de mélanome, donc cancer de la peau, etc., etc. Donc à voir de ce côté-là, à pas trop creuser non plus pour pas créer de vrais problèmes plus importants et de manière récurrente. Et du coup, vous savez certainement aussi que les chevaux albinos, ça n'existe pas parce que ce n'est pas viable pour l'espèce. Et si c'est le cas, il me semble qu'en général, le poulain meurt in utero, donc dans le ventre de sa mère. Et sinon, je suppose que même s'il arrivait à naître vivant, il aurait des complications de santé qui feraient que normalement, il ne tiendrait pas très longtemps. En tout cas, c'est le cas à l'heure actuelle. Et le dernier point de cette vidéo sur la génétique, là c'est un point qui est vraiment purement manipulation des gènes. Je vais parler du clonage. En effet, c'est quelque chose qui a été inventé il y a quelques décennies maintenant et qui a été testé sur pas mal d'espèces, dont les chevaux. Et le problème, c'est que comme on a toujours ce souci de la performance des chevaux, de celui-là c'est le meilleur, donc il faut, voilà. À une époque, c'était on va lui faire plein de bébés. Maintenant, c'est on le prend, on le clone, comme ça on a exactement le même. Je sais que il y a eu ça. Je ne sais plus si c'était au haras de Hus ou quelque chose comme ça. Mais il y a 3-4 répliques d'un même cheval ou d'une même jument. Et alors vous me direz, mais c'est quoi le problème du clonage? Puisque voilà, quand on clone, on ne crée qu'un exemplaire, oui, mais c'est que, encore une fois, ça revient sur le problème de la diversité génétique. Si vous avez de plus en plus de mêmes exemplaires de seulement quelques chevaux, 3-4 chevaux, juste parce qu'ils étaient bons en sport, patati patata, déjà il n'y a aucune garantie que le clone soit aussi performant, que les produits du clone soient aussi performants. Mais par contre, au niveau des gènes, ça reste pas quasiment identique, mais ultra proche.
Et du coup, vous n'avez plus ce brassage génétique qui permet d'éviter les gènes défaillants qui créent des maladies, de la dégénérescence, hein, donc des malformations, etc., etc., etc. Voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'est un sujet de réflexion qui vous a intéressé. Je sais que c'est pas forcément facile, que c'est des sujets voilà, qui font polémique parce que telle ou telle personne préfère cette couleur, etc. etc. Ou ce cheval, et c'est pas toujours plaisant d'entendre que sa race préférée c'est un monstre, un monstre génétique, enfin voilà. Mais j'espère quand même que ça vous a intéressé, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis abonnez-vous à la chaîne si d'autres vidéos de ce genre vous intéressent. Normalement les prochaines, ce sera peut-être des récaps du passage du veto et de la bite fiteuse pour Don Juan. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer, si je peux je le ferai. Mais sinon je vous ferai juste le récap à l'oral avec quelques images. Voilà, voilà. Donc en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. Salut!